en fait pédagogue, où tu vas pousser de l'information. Sauf qu'en fait, sur LinkedIn, les gens, ils veulent pas forcément ça, ils veulent de l'interaction. Donc en fait, il faut totalement revoir sa manière de pousser de l'information. Dans l'e-commerce, il y a un truc qui marche bien, c'est le message de bienvenue juste après une commande. En fait, tu envoies un message qui dit je vous remercie pour votre commande, je vais vous envoyer un email pour l'enquête de satisfaction. Si vous avez des questions, contactez-nous. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez aussi nous appeler à tel numéro. On est là à votre disposition. Et encore merci pour votre commande. Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Expérience, une nouvelle saison avec des invités talentueux. Et aujourd'hui, particulièrement, je suis heureux de t'avoir, Frédéric Canvet. Donc, bienvenue sur ce nouvel épisode. Comment vas-tu ? Très bien, tu sais, beaucoup de projets, beaucoup d'innovations et puis beaucoup de choses à faire pour actuellement. Donc, comme tu le vois, je pense que la partie growth hacking, la partie expérience client sont de plus en plus importantes et on le voit. Il faut travailler à la fois l'humanisation, l'expérience client et pas faire que de l'automatisation. Alors ça va être des sujets, je pense qu'on va aborder tous les deux durant cet épisode. C'est vrai que on en parle de plus en plus, remettre de l'humain. Il faut à un moment donné sortir, je pense, des carcans de cette fameuse automatisation. J'ai encore reçu des messages aujourd'hui sur LinkedIn où c'est de l'automatisation et ça perd de son charme. Donc, ça perd le premier contact d'un sales qui va vouloir te rencontrer par le biais d'avoir envoyé ça à 5000 personnes. Bon, j'exagère, je sais pas les outils qu'ils utilisent. Il y a des bonnes choses derrière l'automatisation, process, mais c'est vrai que comme toi, t'es un blogueur. C'est comme pour les bots. C'est comme pour les bots. Tu vois, si tu as vu la dernière étude de Delus Service Client de l'année, tu verras que les bots sont le canal, je pense, qui a le plus de croissance parce qu'on est passé en quelques années, en 3-4 ans, de 9% à 23% d'utilisation. Et pourtant, c'est le canal qui est la plus grande insatisfaction. C'est-à-dire qu'il est à, je crois, 54 ou 45, on va dire 50% de satisfaction contre, bien sûr, le face-à-face qui a 50%, le téléphone à 80%. Le téléphone et le face-à-face, 80%, je crois, à peu près de satisfaction. Donc, un canal qui croît de manière exponentielle et qui pourtant diminue en termes de satisfaction. Donc, en fait, on voit bien que automatiser, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment et le faire correctement. Je pense que il va y avoir des sujets super intéressants. J'avais déjà une question que je voulais te poser, mais je pense que je vais te la poser dans quelques instants. Troisième saison de ce podcast, je commence toujours par la même question à l'ensemble de mes invités. Qu'est-ce que t'évoques le mot expérience ? Alors, pour moi, l'expérience, il y a vraiment deux notions. La première notion, pour moi, une expérience, c'est au-delà de quelque chose de classique, c'est quelque chose d'intense, d'exceptionnel. T'as pas une expérience tous les jours. C'est essayer de mieux vivre un moment important. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On peut pas, pour moi, on parle souvent d'expérience client tout au long du parcours client. Mais pour moi, une expérience, quelque part, c'est quelque chose d'intense. Et, au-delà de l'expérience, c'est aussi le fait de tester, oser faire des choses et essayer d'innover un petit peu. Une expérience, c'est se dire, OK, on va pas faire vivre un train-train habituel au client, mais on va ajouter de la surprise. On va ajouter de l'émotion. Et donc, quand on parlera de cette expérience-là, c'est qu'en fait, on va se dire, il y a quelque chose de particulier. J'ai pas vécu une relation classique. C'est pas juste une transaction, mais c'est vraiment une expérience. Et ça, en fait, de plus en plus, on voit que ça a de l'importance parce que le niveau d'exigence des clients a fortement augmenté. On échangeait tout à l'heure sur ton problème de webcam. Toi, tu voulais avoir une réponse pour avoir les informations si ta webcam fonctionnait en HD, etc., etc. T'as une exigence parce que tu dis en une semaine, j'aimerais bien avoir l'information. Et quand la personne te dit, tiens, tu dois aller sur Internet et rafraîchir toi-même, vérifier si ça part, tu dis, non, mais les meilleurs de la classe ne font pas ça. Ils t'envoient un message ou tu as une alerte ou un truc comme ça. Donc, on voit bien que le niveau d'exigence des clients pour avoir une excellente expérience client est en train d'augmenter. Et toi qui es vraiment dans le domaine du retail, du luxe, etc., tu vois bien que tu peux plus te permettre de juste proposer un produit. Si tu, par exemple, vends des bijoux ou des choses comme ça, tu vas pas juste envoyer ton bijou. Quand tu as une voiture, tu vas pas juste, tiens, voilà les clés, mais tu as une véritable cérémonie. J'avais vu ça sur Internet qui m'avait impressionné. C'était en fait dans une concession automobile où tu avais en fait un drap qui était au-dessus d'une voiture et ils appuyaient sur un petit bouton et tu avais
comme ça le drap qui couvrait la voiture, qui tout de suite, hop, s'enlevait et tout de suite, ça fait une expérience waouh. Tu vois également dans beaucoup de marques de luxe aussi, tu as les fameux gants blancs qu'on t'offre le truc, on te l'offre comme ça. Enfin, véritablement, tu as un véritable travail sur l'expérience client. Voilà. Oui, et puis surtout sur le cérémonial, j'aime beaucoup j'avais vu aussi la fameuse voiture, mais le gant blanc, j'avais observé ça un jour dans une boutique, une chocolaterie pour le coup, où là, il manquait ce gant blanc. Et t'avais des petits, donc présentation de chocolat pour le coup, après avoir acheté ton chocolat. Elle te propose directement de te servir avec l'aide d'une pince. Et je me suis dit, mince, c'est vraiment dommage que en plus, c'est un grand chocolatier de renommée internationale. C'est dommage que vous preniez pas un gant tout simplement et vous proposiez tout simplement à la personne de tendre sa main et qu'il puisse mettre le chocolat dedans. Parce que c'est vraiment dommage. Il y a des petites choses comme quoi, je pense que tu disais beaucoup d'exigences. Ça va être vraiment ça le sujet de cet épisode. On parlait en off des bots, mais pas que. Mais comment tu comptes faire si on avait une ligne à mettre en place, c'est comment on remet encore plus d'humain pour le coup dans ces échanges et comment on remet sorti peut-être de l'effet waouh, mais comment on va rentrer en contact avec le client par différents canaux, mais comment on va mettre encore plus de personnalisation pour le coup, parce que ça c'est un sujet qui est aujourd'hui très important, que certaines entreprises, malgré certains process qui sont assez lourds, oublient. Et ça, je pense qu'au contraire, c'est ça je pense que les entreprises vont se différencier totalement si elles travaillent sur ça, de l'onboarding jusqu'à l'accompagnement du client. Quand j'ai Fred, mais Fred Canvé, aujourd'hui, il y a quelques personnes qui écoutent ce podcast, mais qui ne connaissent pas encore. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Alors, si on a 50 000 personnes, oui, il y aura peut-être quelques personnes qui n'auront pas lu ton super blog, mais entre autres, si tu avais à te présenter en quelques mots. Alors, en fait, Frédéric Canavet, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing. J'ai travaillé chez beaucoup d'éditeurs de solutions de gestion de la relation client, à la fois du CRM et là, depuis 5 ans chez Locan, qui est un éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction et d'analyse sémantique. Et donc, voilà, ça, c'est mon métier, product manager et chargé des projets digitaux. Et en complément de cela, en fait, ça fait depuis 2006 que j'ai un blog sur le marketing qui s'appelle Conseil Marketing, qui était au début très généraliste parce qu'en 2006, il n'y avait pas beaucoup de blogs sur le marketing. Et là, maintenant, je l'ai recentré sur les thématiques qui m'intéressent le plus, qui sont le marketing B2B, le contenu, l'expérience client, parce que pour moi, c'est important, et le growth hacking et LinkedIn, en fait, qui sont les sujets vraiment clés, parce que dans le marketing B2B, souvent, on pense pas assez expérience client. L'expérience client est très réservée au grand public, etc. Or, en fait, dans le B2B, c'est aussi important d'avoir cette notion-là. Et même à titre personnel, donc, j'essaye de faire des petites expériences là-dessus et de tester moi-même comment on peut faire pour donner une expérience supérieure. Je dirais pas l'effet waouh, mais presque. Et en fait, tu vois, je te donnerai un exemple très simple. Moi, en fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle le growth hacking, donc qui explique en fait ces techniques de croissance pour pirater sa croissance justement. Et au départ, en fait, je me suis dit, Fred, bon voilà, tu vas proposer aux personnes qui le souhaitent de recevoir un bouquin de ta part avec une signature. Donc j'étais parti comme ça, puis voilà, je prenais une enveloppe craft, tu vois, marron, puis donc je l'envoyais par la poste et voilà, je faisais une petite signature, merci, bonne lecture, machin. Puis après je me suis dit, Fred, wow, practice what you preach, il faut que tu essayes de travailler ton expérience client. Et je te parlerai après d'un bouquin qui s'appelle Ces moments qui comptent, mais qui pour moi a été vraiment une révélation et un excellent bouquin que tout le monde devrait lire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, comment tu peux transformer ce moment d'envoi de bouquin en un moment waouh? Et donc, j'ai, entre guillemets, étudié ce fameux parcours client. Et je me suis dit, Fred, comment faire pour que tu puisses vraiment créer une émotion chez la personne sans pour autant que ça demande trop d'efforts et que ça puisse comme avoir son effet. Donc souvent on sait que cet effet waouh est lié à l'émotion, à la personnalisation, à l'inattendu, etc. Et donc je suis parti de ce principe simple où j'envoyais le bouquin dans une enveloppe craft en me disant comment je peux créer un moment. Et je me suis dit, quand tu reçois un bouquin par la poste, il y a plusieurs moments. C'est quand tu reçois le bouquin dans ta boîte aux lettres, quand tu l'ouvres, quand tu commences à le lire et après la lecture. Et donc, je me suis dit, Fred, travaille là-dessus. Et donc, le premier réflexe, c'est de te dire, voilà, quand tu reçois en fait une enveloppe, c'est là que tu dois travailler sur l'enveloppe. Et donc, j'ai commandé en fait des enveloppes dorées
à bulles. Et donc, désormais, quand les gens reçoivent un bouquin, c'est plus une enveloppe Kraft, mais c'est une enveloppe à bulles. Après, je me dis, Fred, est-ce que tu peux travailler un peu plus loin? Je dis, ah tiens, le timbre. Au lieu de prendre un timbre classique, la vignette, tu sais, que tu as à la poste qui est assez moche et affreuse, et ben en fait, j'imprime en fait un timbre sur Internet avec marqué, je crois qu'il y a marqué félicitations ou cadeau. Donc là, tout de suite, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, quand ils avaient le colis qui était remis par le facteur ou quand leurs enfants recevaient le colis, ils disaient, mais c'est quoi papa, c'est quoi ce cadeau, etc. Ils disaient, ou alors le facteur disait, ah, regardez, vous avez reçu un drôle de truc, ça a l'air sympa. Et le facteur qui regardait un petit peu là, donc la personne a cet aspect fierté. Ensuite, à l'intérieur, je me suis dit, Fred, ok, c'est bien d'avoir la dédicace, mais comment tu peux faire que la personne soit un peu plus surprise? Et donc, j'ai commencé tout simplement à dire, bah, tiens, je vais écrire un mot personnalisé. Et donc, j'ai pris une petite feuille au début qui était une A4 divisé en 3, donc cartonné, où j'avais écrit un petit mot. Mais toi, je me disais, ce qui serait bien, c'est faire un dessin. Mais sauf que je sais pas dessiner. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les gommettes de ma fille de 4 ans et j'ai pris des gommettes pirates, puisqu'en fait, c'est un peu la thématique. Et donc, j'ai mis 2-3 gommettes sur le truc. J'ai écrit un petit mot personnalisé. Et après, je me dis, oh, tiens, ça va être pas mal. Après, j'ai mis une petite gommette aussi sur la page de garde. Et comme ça, en fait, c'est plus juste un livre, mais c'est votre livre à toi. Personne d'autre n'a ce livre-là parce qu'il y a ton nom, il y a le marque-page qui est personnalisé, il y a cette fameuse enveloppe, il y a ce fameux timbre. Et là, on se retrouve sur un facteur waouh. Et les gens me disent waouh, je le reçois et ils le taguent sur sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Parce que c'est pas un bouquin qu'on reçoit comme tout le monde. C'est pas le bouquin que tu commandes sur Amazon de manière classique. Après, par contre, il faut faire attention à pas tomber dans l'écueil à trop faire de la surqualité qui est pas perçue. Et par exemple, j'avais tendance au début à écrire en fait donc sur un gros marque-page, donc vraiment le format A4 divisé par 3 et qui était trop grand parce que je devais vraiment écrire beaucoup pour que ça soit un petit peu important. Et donc je suis passé sur un format 10 x 15 cm avec toujours les gommettes mais un peu de texte, donc juste un seul conseil, ce qui me prenait beaucoup moins de temps et ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus de soins alors que la qualité perçue était la même. Donc en fait, c'est cet aspect-là qui est je travaille d'expérience client en travaillant les points vraiment clés, les moments qui comptent, et ensuite en travaillant cette rentabilité. Et après, bien sûr, il faut aller plus loin, c'est-à-dire que quand la personne elle s'inscrit, elle va après dans un club privé, elle reçoit une séquence de marketing automation avec une demande en fait de satisfaction. Et si elle est satisfaite, à ce moment-là, je lui propose en fait de faire un témoignage. Et si elle fait un témoignage, enfin satisfaite ou pas satisfaite d'ailleurs, faire un témoignage. Et si elle fait un témoignage qui soit positif ou négatif, je lui offre un cadeau. Et comme ça, en fait, ça me permet de surprendre le client. 2, d'avoir un bouche à oreille positif parce que les gens se disent waouh. Et 3, les gens qui sont fans, après, je leur propose de faire un témoignage, je leur offrir un petit cadeau. Ou même les gens qui témoignent sans avoir eu ce truc-là et qui me font, par exemple, une photo, une vidéo sur LinkedIn, je leur dis c'est super sympa, c'est très gentil. Je te propose de t'offrir un cadeau. Et les gens se disent waouh, c'est vachement gentil. Je leur offre une formation vidéo de leur choix, un truc comme ça, ce qui fait que ils sont encore plus enclins à recommander, etc. Donc cet effet waouh, la surprise, je pense que tout le monde peut le faire et c'est à la portée de toutes les entreprises. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Est-ce que je pense à quelque chose que je rebondis par rapport à ce que tu dis? Est-ce que tu n'as pas pensé aussi à écrire quelque chose sur la dernière page? Pour le coup. Parce que la dernière page de dire peut-être un futur ouvrage, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un nouvel ouvrage qui va sortir en 2022. J'aimerais bien faire une version audio du livre un petit peu reboostée, améliorée. Ça, c'est l'objectif. Mais c'est vrai que tu as raison. Cette partie-là, surprise, je vais peut-être la rajouter. Et je l'avais fait en fait 2-3 fois avec justement quand j'ai des stagiaires ou des gens des collègues qui partent en fait de l'entreprise. Parfois, en fait, je leur offre mon bouquin. Enfin, souvent, je leur offre le bouquin. Donc la dédicace, le machin habituel, sauf l'enveloppe parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir l'enveloppe. Et par exemple, pour un des stagiaires, j'avais glissé, au lieu de lui donner un petit billet pour son départ, j'ai glissé le billet à la moitié de la lecture avec un petit post-it disant récompense. Si tu as lu jusque-là, c'est que tu as vraiment fait l'effort. Et ça, c'était chez Waouh que j'ai fait uniquement pour les stagiaires, mais c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi. Je vais le faire pour les prochains. Tiens, c'est une excellente idée. Oui, et puis après, pour le coup, tu peux tellement décliner la fin du livre parce qu'un livre, c'est pas une fin en soi, mais bon, c'est quand même énormément de travail, de recherche. Donc, tu peux décliner les messages de fin, pour le coup, pour donner encore un plus un happy end pour continuer d'apprendre à connaître. Et surtout, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le font.
Ouais. pour avoir Toi, je pense que ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit post-it sur les quelques dernières pages. Disant, bravo, vous êtes quasiment à la fin de la lecture. Je vous offre maintenant un petit bonus, rien que pour vous, un bonus secret. Tu vois, les gens vont se dire, waouh, c'est quoi ce truc-là? Donc, travailler cet aspect émotion. C'est ce que je pense, et c'est ce qu'on disait en introduction. Je trouve que la partie émotionnelle est très importante. Tu vois, le faire vivre dans un livre aujourd'hui qui est énormément dématérialisé avec tous ces livres blancs qu'on peut bénéficier sur Internet, c'est une certaine automatisation. Tout compte fait, c'est que moi j'ai un petit peu de mal. Après, je sais pas si tu le fais ou pas, mais j'ai un peu de mal quand les personnes mettent un livre blanc pour LinkedIn pour le coup, pour ramener du reach, et disent si vous voulez avoir ce livre blanc, merci de commenter, de liker ma publication, et puis je vous enverrai le lien en MP ou par mail, etc. Ça, certes, ça fait mouliner l'algorithme de LinkedIn qui change tous les jours. Mais à ton avis, comment on arrive aujourd'hui à remettre encore plus d'humain, pour le coup, encore plus d'émotions? On parle donc de gros marketing, de copywriting. Comment on arrive à intéresser de plus en plus les personnes qui sont sur cet outil? Toutes les 7 secondes, tu as une personne qui s'inscrit, qui change son profil, qui poste. On se croirait des fois sur Twitter, sur Instagram. Bon, on peut un petit peu s'y perdre. Et comment on arrive à redonner du sens et avoir un bon contenu? Parce que toi, depuis 2006, tu as un contenu qui est super intéressant et super vaste, pour le coup, super étendu. Comment on arrive à le décliner sur ce réseau? Alors, en fait, il faut vraiment déjà se dire que dans LinkedIn, c'est un réseau social. Et il y a réseau et social. Et beaucoup de gens oublient le fait qu'il y a le mot social et se concentrent sur le réseau, créer une base de contacts, publier de l'information. Et en fait, c'est un vrai changement de comportement et de réflexe. Par exemple, moi, tu vois, comme tu l'as dit, je blogue depuis très longtemps et j'étais très, très habitué lorsque je publiais sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook, etc., de dire, bah voilà, tiens, quand je sortais un nouvel article, je faisais, je viens de sortir un super article, regardez comment faire pour faire ceci, cela. Le problème, c'est que tu es en mode, en fait, pédagogue, où tu vas pousser de l'information. Sauf qu'en fait, sur LinkedIn, les gens, ils veulent pas forcément ça, ils veulent de l'interaction. Donc, en fait, il faut totalement revoir sa manière de pousser de l'information. Un exemple, tu vois, j'avais fait, il y a pas très longtemps, un article sur les CRM en disant, voilà, quels sont les 11 CRM de référence ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, au début, si j'avais utilisé mon ancienne manière de produire, j'aurais dit, bah voilà, j'ai fait un article sur les 11 meilleurs logiciels de CRM. Et en fait, j'ai changé la méthode en m'adressant aux gens. Et donc, en fait, il faut leur dire plutôt, que pensez-vous des CRM? Est-ce que c'est un échec ou une réussite? Ou quel est pour vous le meilleur CRM du marché? En fait, il faut entamer la conversation et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tu as des interactions et des likes parce que sur ce post-là, en fait, j'ai eu, je crois, 70 000, 80 000 ou quelque chose comme ça de vues en leur posant la question et en les faisant interagir. Deuxième chose, le format qui marche le mieux sur LinkedIn, c'est le sondage. C'est-à-dire que les personnes peuvent interagir, donner leur avis. C'est-à-dire que si tu veux avoir un contenu qui va être le plus vu, eh ben, en fait, il faut travailler sur des formats d'interaction. Et donc, pas pousser de l'information, mais véritablement aller poser des questions. Et donc, faut alterner ces différents formats. Des fois, tu as des formats où tu vas juste dire, bah voilà, par exemple, j'ai sorti mon dernier podcast, etc. Et très régulièrement, il faut aller générer de l'interaction et poser des questions aux gens. Donc moi, quasiment tout le temps sur LinkedIn, je commence par une question. Et bien sûr, j'ajoute aussi des petites emojis parce qu'en fait, le problème, c'est que le texte est quand même dur à lire. Et donc, le fait d'avoir des emojis permet, ici, d'avoir un aspect visuel et d'avoir un petit peu cet aspect, j'arrête, j'humanise et c'est pas du texte trop long parce que on sait très bien que les gens deviennent de plus en plus en plus de mal à lire en fait du gros texte. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc travailler là-dessus, poser la question, faire l'interaction avec des sondages, mais également essayer de travailler le visuel. Par exemple, en fait, tu vas travailler par exemple sur du carrousel. Le format de carrousel est intéressant parce qu'il prend de la place sur la timeline, donc sur le flux. Et ensuite, il y a des questions qui sont très visuelles avec généralement une petite image avec un petit texte et une question. Par exemple, ça peut être 5 conseils pour ceci, cela, ou les meilleurs outils, etc. Donc là, en fait, tu vas arrêter. Faut te dire que tu dois arrêter le regard de la personne. À chaque fois, je cite Patrick Lelay, l'ex-DG de TF1, qui disait qui vendait du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. LinkedIn, c'est pareil. Il vend du temps de cerveau disponible et donc il faut se dire que les gens ils sont là pour se distraire. Donc travailler sur cet aspect-là est essentiel. Mais je dirais qu'au-delà de ça,
Donc cet aspect humanisation, cet aspect poser des questions, etc. Il faut aussi travailler son réseau et pas se concentrer uniquement sur la publication. Parce qu'en fait, c'est vraiment le gros écueil que je vois actuellement sur LinkedIn, c'est que tout le monde dit comment je peux avoir plus de vues sur mes publications, comment je peux avoir plus de commentaires, etc. Parce qu'ils se disent, de manière très juste, plus j'aurai de vues, de visibilité, enfin de vues, plus j'aurai de visibilité, etc. Sauf qu'en fait, l'algorithme de LinkedIn fait qu'il va montrer uniquement à quelques pourcentages de ta communauté tes contenus. Après, il va les montrer de plus en plus si tu as du succès, etc. Mais tu vas être vraiment concentré sur un petit pourcentage de ta communauté. Imaginons que tu aies 10 000 contacts et tu fais une publication au maximum. Au début, tu auras 500, 2000, 2500, 4000. Si tu fais un peu de carousel, si tu fais un petit peu de LinkedIn Live, de live LinkedIn, où tu fais des événements LinkedIn, là, tout de suite, tu vas en avoir un peu plus parce que tu peux inviter beaucoup de monde. Mais en fait, tu vas être un peu limité. Donc là, il faut justement exploiter sa communauté. Et exploiter sa communauté, c'est-à-dire que tu as tes 10 000 personnes, tu vas devoir créer un événement. Créer un événement, c'est par exemple un LinkedIn Live ou un webinaire live, et là, ou une étude ou un rapport. Par exemple, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des études qui étaient sorties, etc. Et ben, un bon moyen d'engager ta communauté, c'est de leur dire, tiens, je vais sortir une enquête sur, par exemple, les défis d'une bonne expérience client ou les meilleures expériences que vous avez eues. Là, on l'a fait, par exemple, sur les nouvelles tendances de la consommation il n'y a pas très longtemps avec Eloquent. Et donc, en fait, tu vas engager la conversation. Le but, c'est créer l'événement et d'exploiter ta communauté. Et donc, pour cela, en fait, tu vas choisir une sélection de personnes hyper ciblées dans ta communauté et tu vas leur proposer donc de participer à ce webinaire ou à répondre à cette enquête ou à télécharger ce cas particulier qui les intéresse de manière segmentée. Par exemple, moi, j'ai fait une ultra segmentation à un moment donné sur le secteur eau et énergie dans mes contacts pour leur dire, tiens, voilà, on va sortir une étude et ensuite on va sortir un livre blanc, etc. Donc, pour cela, c'est là que le gros hacking arrive parce que tu peux très bien utiliser les événements LinkedIn pour inviter. Tu coches les personnes qui veulent qui pourraient être intéressées pour participer à ton événement, sauf que c'est un petit peu long. Donc, dans ces cas-là, tu vas utiliser un outil comme LinkedIn Helper, où tu vas en fait choisir des gens dans ta communauté. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait un CX Summit, qui est un événement sur une journée. Il y a eu 1100 ou 1200 inscrits. Et ben en fait, moi j'ai sélectionné dans ma communauté à peu près 2500, 3000 personnes qui étaient directeurs d'expérience client, responsables relations clients. Et donc en fait, je leur ai envoyé un direct message via LinkedIn avec LinkedIn Helper et leur disant bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir, je vais le plaisir d'animer un webinaire à telle date et on verra tel sujet. Je pense que vos sujets pourraient vous intéresser. Est-ce que vous souhaiteriez vous inscrire? Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Et en fait, avec une personnalisation du prénom, bien entendu. Donc ça, c'est cet aspect automatisation qui est pour moi une bonne automatisation parce que envoyer en one-to-one, je le fais. Ça m'arrive de le faire. Par exemple, pour l'eau et l'énergie, quand tu as une petite cible de 50, 100 personnes, à l'arrière, tu peux le faire à la mano, mais 2000, tu peux pas y passer tes soirées. J'ai une de mes collègues qui me disait que pour l'année dernière, quand on avait fait un événement similaire, elle passait ses soirées à faire des copier-coller devant sa télé. Je dis, oh là, attends, on va automatiser un petit peu ça. En revanche, le deuxième message doit obligatoirement être manuel. C'est-à-dire que lorsque tu fais une invitation à un événement, une invitation à devenir contact, il faut absolument que ce message soit personnel. C'est-à-dire que tu dois mettre, encore une fois, le prénom, mais tu dois aussi personnaliser pour montrer que c'est pas de l'automatisation. C'est-à-dire que tu dois mettre, par exemple, le nom de la société. Ça, c'est des choses, en fait, qui sont très, très, très difficiles à faire en automatisation, ou ajouter, par exemple, une image, ou ajouter une vidéo, ou un message vocal enregistré. Là, en fait, tu montres que tu t'intéresses à la personne. C'est pas juste, en fait, de l'email de masse ou du message de masse, mais tu discutes bien avec la personne. Si une personne, tu vois qu'elle est open to work, tu dis comment ça se passe votre recherche d'emploi, etc., etc. Donc c'était vraiment important de savoir quoi automatiser et où s'arrêter dans l'automatisation. Oui, il y a ça. Il y a eu un salon très important Tech for Retail qui a eu lieu la semaine dernière, pour le coup, sur 2 jours, organisé par Karen Serfati. Karen Serfati, elle a automatisé d'une certaine manière, a appelé tous ses contacts. Moi, je me suis fait appeler pour le coup, pour savoir, pour avoir des informations, si j'allais bien venir. Donc, un message vraiment bien fait. Pour le coup, directement sur mon téléphone, pour savoir si j'allais bien arriver, s'il y avait, n'oubliez pas, mais sur les contraintes sanitaires pour rentrer. N'oubliez pas, si vous pouvez imprimer votre passe, ça sera plus simple pour nous, pour notre démarche RSE. Donc, tout compte fait, c'est ça. Ça arrivait à mettre
à casser l'automatisation et puis après à personnaliser parce que quand la personne, je suppose que c'est milliers de contacts que tu as envoyé un message automatisé, quand elle commence à te répondre, là aussi, il y a une façon de ne pas renvoyer un scénario automatique parce qu'il y en a qui le font. Ah, il faut faire la mano. Ça, Parce que ça fonctionne pas. C'est comme si tu rentrais dans une boutique et ce que j'essaie toujours de dire aux personnes, mais vous avez tellement de possibilités d'accueillir la personne et pas toujours lui dire exactement le même message parce que s'il y a 5 personnes qui arrivent au même moment, vous allez dire 5 fois le même message. Donc, vous pouvez trouver toujours des portes d'entrée. Tu parlais justement de... Alors, je vais juste faire peut-être une petite parenthèse justement sur cet aspect messages vocaux. En fait, le message vocaux déposé sur le répondeur téléphonique des personnes, c'est pour moi une alternative au SMS et justement, c'est mettre plus d'humain. Ça se fait beaucoup en fait dans l'e-commerce et en fait, ça consiste tout simplement à pouvoir créer du relationnel. Un bon message comme ça vocal, donc moi je l'ai utilisé aussi pour les gens qui ont participé à des webinaires éloquents et en fait après je leur envoie un message vocal qu'on peut pas tous les rappeler parce que ça nous est arrivé d'avoir des personnes qu'on peut pas rappeler parce que on n'a pas le temps, on a beaucoup de dossiers. Tu envoies un petit message vocal qui est préenregistré mais avec ton téléphone, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu faisais comme si tu appelais avec une voix et tu dis bonjour, merci, vous êtes enregistré à notre webinaire, si vous voulez avoir des informations, dites-le moi, blablabla, enfin un truc un peu personnalisé et ça te permet comme ça d'avoir un premier niveau qui est plus humain qu'un email ou un truc comme ça. Mais dans l'e-commerce, il y a un truc qui marche bien, c'est le message de bienvenue juste après une commande. En fait, tu envoies un message qui dit je vous remercie pour votre commande, je vais vous envoyer un email pour l'enquête de satisfaction. Si vous avez des questions, contactez-nous. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez aussi nous appeler à tel numéro. On est là à votre disposition. Et encore merci pour votre commande. En fait, ça fait message personnalisé, un peu sympa, qui fait un peu plaisir à recevoir parce que souvent les gens ne savent pas que c'est préenregistré parce que le message vocal est directement déposé sur le répondeur téléphonique. Ils ont vu en fait que grâce à cette technique-là, tu arrives à avoir des taux de réponse sur les enquêtes de satisfaction qui sont x3 par rapport aux enquêtes de satisfaction qui sont envoyées de manière classique. Et souvent, on se rend compte aussi que le deuxième achat arrive beaucoup plus rapidement. Et en fait, généralement, tu arrives à avoir une augmentation de la satisfaction qui peut être, on va dire, de 5, 10, 20% supplémentaires. Et généralement, la fidélisation est meilleure. Parce que la personne, elle n'a pas juste un message de vente, de promo, mais en fait, elle a aussi un message de conseil. Et c'est pareil, par exemple, chez nos clients. Chez nos clients, en fait, par exemple, la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui donc s'adresse aux gens qui sont éboueurs, agents de mairie, etc. Et en fait, ils ont mis en place un système qui s'appelle la relation client attentionnée. C'est-à-dire que quand tu appelles en fait à leur service client pour avoir des informations, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, etc., etc. Et donc en fait, ils répondent à la question. Et si après derrière dans le cas de leur recherche, enfin de leur programme relation client attentionnée, l'objectif c'est d'apporter un petit conseil supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils disent tiens voilà, vous avez une personne qui est hospitalisée, c'est une naissance, par exemple vous avez des jumeaux. Ah, n'oubliez pas que si vous avez des jumeaux, vous avez le droit à une aide, une assistante qui pourra venir travailler chez vous jusqu'à 20 heures. C'est valable uniquement pendant les 6 premiers mois. Faites ci cela. Et donc en fait ça augmente la satisfaction et tu vas au-delà du truc. Et nous en fait on a fait un webinaire il y a pas très longtemps comme ça avec Elite Marketing qui est une boîte en fait qui fait des enquêtes et qui utilise notre solution pour faire de l'enquête de SAT. Et en fait, il me disait que en rajoutant cet aspect conseil derrière, tu pouvais en fait gommer une partie d'insatisfaction. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de l'énergie, un peu comme dans la Mutuelle Nationale Territoriale, dans le domaine de l'énergie, si la personne elle disait ouais je suis pas content, etc. Et si à la fin la personne disait tiens j'ai un petit conseil d'économie d'énergie à vous donner, vous pourriez faire ça, ça, ça et ça, et ben la personne avait une satisfaction qui était supérieure. Donc tu vois c'est aller au-delà des attentes et on parle toujours de cette petite expérience client. C'est pas forcément de l'effet waouh, mais c'est des choses qui sont en plus. Pareil, il y a un de nos clients qui s'appelle Prévoir, qui en fait, bon, c'est plutôt des personnes qui font des placements d'assurance vie avant de partir en retraite, etc. Et ils ont mis en place comme ça des campagnes d'appel proactif. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les gens qui faisaient appel à leur service, en fait, quand ils partent en retraite, généralement, ils pensaient pas forcément à eux. Ils arrivaient juste pour débloquer les fonds, en disant bon voilà, j'ai discuté avec mon banquier, je vais récupérer mes fonds, les passer dans tel truc. Et ils se sont rendus compte, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils ont réussi à débloquer du temps avec de l'automatisation de la réallocation de ressources pour faire des
des campagnes d'appel proactifs 2 ans avant, et c'était, je crois, une campagne qui s'appelle Objectif Retraite ou je ne sais quoi, où ils appellent les personnes en disant voilà, on fait un petit bilan, comment ça se passe, etc., etc. Et l'objectif, en fait, c'est de leur donner du conseil, leur dire bah tiens, quand vous allez en fait passer à la retraite, nous aussi on peut vous aider, on est toujours là pour vous aider. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir leur dire que quand ils vont commencer à penser à leur retraite, tout simplement de penser à prévoir. Et ça a énormément d'impact et c'est super efficace d'avoir cet aspect appel proactif. Et nous, on le faisait quand je travaillais chez un éditeur de logiciels international. C'était l'appel proactif avant la signature du contrat, parce que si tu appelles juste le mois d'avant en disant bonjour, j'appelle pour le renouvellement du contrat, ça se passe pas bien, tandis que si tu appelles 2 mois, 3 mois avant en disant voilà comment ça se passe, est-ce que je peux vous aider, je vous donne un conseil, la personne elle se rend compte que son contrat lui sert. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose aussi que je voulais te partager. Pareil, un jour EDF, j'avais contacté EDF parce qu'on a une pompe à chaleur là où nous sommes, et la personne m'a donné des conseils. Et donc, m'a donné des conseils pour améliorer la qualité de vie, pour gagner un petit peu d'argent aussi sur les revenus. Et ça, je trouvais ça vraiment très judicieux parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et la personne, pour le coup, était vraiment en position empathique, faisait attention à moi par rapport à cette chose, pompe à chaleur que je ne connaissais pas pour le coup. Je n'avais jamais vu cette grosse chose. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, c'est des blocos quasiment. C'est énorme. Mais c'était un conseil qui était pour le coup gratuit et qui engageait strictement rien. Juste la personne va passer un bon moment avec moi par téléphone et au final, ça m'a laissé une belle expérience. Parce que c'est ces moments-là, je pense, de partage où il faut partager pas beaucoup d'informations, mais quelques informations pour donner encore plus. Tu parlais de cet effet waouh, je connaissais depuis de nombreuses années cet effet, mais donner encore plus une intention dans l'échange et dans la passion quand on est quelqu'un par téléphone, parce que des fois, quand on est par téléphone, comme tu le sais, il y a aussi une certaine automatisation qui arrive. Les protocoles, je ne veux pas citer, mais de certaines lignes téléphoniques où ils te disent votre numéro, etc. Alors, des fois, tu es juste un numéro de client, mais c'est ça, c'est comment on arrive à retransformer, à reprendre l'appel pour que ce soit vraiment un échange plaisant. Parce que quand le conseiller ou la conseillère va raccrocher, elle saura dire tiens, regarde là, avec mes collègues, là, j'ai passé un bon moment avec la personne. Il y avait Zappos qui faisait ça aussi, qui passe. Non, pour le coup, ça remonte avant que le CEO malheureusement décède. Mais c'était trouver cette relation attentionnée. Et je trouve que ça aujourd'hui, ça doit être de plus en plus présent, surtout en ce moment avec les liens qu'on a perdus. Tu sais, voilà, Noël est passé. Il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, il faut remettre du lien. Et le lien, pour le coup, je pense que tu parlais d'expérience client. Il y a un sujet aussi, donc tu as rédigé un bel ouvrage et merci de nous avoir donné un petit peu des solutions, des effets pour donner encore plus envie à ce lecteur, à cette lectrice d'aller à la première page, au milieu, de faire vivre tout compte fait ce beau projet. Ouais, mais même pour rebondir pour ton idée là de moments, c'est important parce que moi je sais que pour EDF ou pour nos clients qui sont dans le mutuel ou des gens comme ça, la relation client en fait, elle est très rare. C'est-à-dire que généralement, nous, on le voit, on discute avec nos clients et ils nous disent, de toute façon, nos clients, ils discutent avec nous à travers de la facture ou l'avis d'échéance qui arrive une fois par an. Et c'est des moments, en fait, où il faut les inciter à communiquer. Et souvent, en fait, dans le courrier, il faut leur dire, faites-nous part de ça, ceci, cela, parce qu'autrement, les seuls moyens d'interaction que tu auras, ça sera, ces moments-là, ces moments au téléphone. Et si tu loupes ce moment au téléphone, et après tu vas être totalement, tu n'auras pas d'autre moyen de faire un effet waouh. Donc ce moment-là qui compte, il faut le soigner vraiment de manière exceptionnelle et dire aux collaborateurs, c'est pas juste prendre un appel, c'est véritablement faire quelque chose. Oui, et tu prêches un converti, car la petite anecdote, quand je travaillais chez France Télécom, ça remonte en école de commerce, ça remonte il y a longtemps, on s'appelait tous monsieur ou madame Martin. Donc c'était. Et puis à un moment donné, j'ai dit mais c'est pas possible, arrêtons de s'appeler tous monsieur ou madame Martin, on a tous un prénom différent. Donc j'avais commencé à personnaliser pour le coup. Et ces approches-là, parce que tu vendais, alors c'est des appels sortants. Donc, je vais appeler Fred à 21h le week-end où il a strictement rien à faire de recevoir un appel de Julie, de Julia ou de Julien. Et à un moment, j'ai un client qui m'avait raccroché au téléphone, Et je le rappelle, je dis, monsieur, il y a eu un souci. Alors, je suis vraiment désolé, mais chez France Télécom, ça n'arrive jamais. Mais la ligne est coupée. Et là, je suis rentré. Et là, il m'a dit, je vais vous écouter. Ah oui, là, tu l'as surpris. Tu as cassé le script. Voilà. Il n'y avait pas de script. Ouais. C'est ça. À l'époque, il n'y avait pas de script.
Donc, tu avais un outil qui pilotait un petit peu, tu vois, la facturation des différents services, la consommation, etc. Mais tu cassais le script. Et je trouvais que quand il n'y avait pas de script, au contraire, là, c'est là que tu pouvais improviser et tu pouvais être sur la théâtralisation. Chaque appel était différent et c'était pas juste je vends pour vendre. Parce que ça, au bout d'un moment, je trouve que c'est usant psychologiquement. Puis tu as le facteur de démotivation qui arrive très rapidement quand tu n'arrives pas à vendre. Quand on arrive à mettre ce fameux lien, il y a un sujet que je voulais aussi aborder avec toi. Donc, on parle de gros hacking, mais aujourd'hui, il y a une tendance de fond, mais qui ont un petit peu changé les noms. Maintenant, c'est plus le gros marketing. Donc, toi qui étais le rédacteur, l'écrivain de ce beau livre du gros hacking, donc avec aussi d'autres personnes qui ont contribué à cette écriture. Comment tout compte fait, on arrive à hacker des entreprises pour augmenter la croissance, avec toutes ces profusions aussi de startups qui proposent aussi des outils. Comment on arrive un petit peu à calibrer tout ça aujourd'hui? En fait, ce qui se passe, c'est que le gros hacking est né des startups dans la Silicon Valley qui, en fait, se lancent avec très peu de budget et ils ont à peine quelques semaines, quelques mois de cash devant elles. Et en fait, elles sont là pour attaquer un marché et peuvent pas, en fait, utiliser les mêmes manières que les autres entreprises parce que tout simplement, il y a pas, ils peuvent pas tenir des mois. Donc, c'est réussir ou mourir. Et donc, en fait, justement, le gros hacking, c'était cette alliance entre hacker le système, c'est-à-dire essayer de trouver des astuces pour faire la différence, et aussi cet aspect rationalisation des ressources qui sont tirées en fait des méthodes agiles de développement. Donc il y avait cette alliance entre les deux. Et un exemple classique, à chaque fois on parle de Airbnb comme une référence dans le gros hacking. On dit Airbnb, une partie de leur succès, c'est parce que ils ont travaillé justement cette partie expérience client en prenant des photos des professionnels, des lofts, des appartements loués, ça donnait véritablement envie, etc., etc. Certes, il y a cette partie-là qui, on va dire, dans la partie growth, en disant voilà, je vais faire quelque chose d'un peu légal, mais ce qu'on oublie, c'est que Airbnb aussi au départ a utilisé la partie hacking, c'est-à-dire qu'ils sont allés sur l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, qui s'appelle The Craigslist, et donc ils ont utilisé un moteur automatisé pour aller envoyer un message à tous les gens qui louaient un appartement sur The Craigslist en disant hey, tu sais que si actuellement tu loues ton appartement sur Craigslist, si tu le mettais sur Airbnb, tu vas te faire jusqu'à $500 par semaine grâce à nous. Donc ils ont comme ça réussi à amorcer la pompe pour tout simplement avoir ce minimum de clients. Donc en fait, le gros hacking, c'est justement ça, c'est à la fois avoir une méthodologie de croissance, donc c'est ce qu'on appelle le framework AR, c'est-à-dire l'analyse de cycle des ventes avec la partie acquisition, activation, recommandation, tout ce qui est rétention et tout ce qui est augmentation du revenu. Et justement, la partie expérience client est super importante là-dedans parce qu'en fait, dans une startup, souvent, c'est le produit qui doit être véritablement l'ambassadeur. Et tu dois forcément avoir un bouche-oreille extrêmement positif. Autrement, tu vas pas y arriver parce que tu n'as pas les moyens d'avoir du contenu, d'être présent sur Google, etc. Et donc, la partie expérience client est essentielle. Et moi, à chaque fois, je cite en référence une startup que j'aime bien qui s'appelle Frishti. Frishti, en fait, c'est de la livraison. Le midi, maintenant je crois qu'ils font des courses. En fait, ils ont travaillé véritablement cette expérience client de bout en bout. Alors, tu as l'aspect expérience client avec l'aspect marketing, c'est-à-dire que si tu vas sur leur site à eux, c'est des textes sont un petit peu décalés, il y a des jolies images, etc., etc. Mais ils ont travaillé aussi la partie expérience client quand tu commandes. Imaginons là, par exemple, nous au travail, je sais que moi et certains collègues, on va au resto, mais on fait aussi du frishti quand on n'a pas le temps, etc. Et donc, en fait, si tu es une entreprise, tu peux dire, tiens, on va créer une cantine. Donc, tu crées ta propre cantine dans ta boîte. Donc, tu reçois un message, tu reçois un pack avec des flyers. Je crois même qu'il y avait des petits gâteaux ou je ne sais quoi. Il y avait des petits, je crois qu'il y avait des cookies que tu es livrés gratuitement. Donc, tu reçois tes flyers, tu reçois tes coupons, etc. Et ensuite, quand tu reçois ta première commande et tu commandes la première fois avec ça, tu reçois une petite madeleine dedans. En fait, tu vois, ils travaillent véritablement l'expérience client. Et ils ont aussi travaillé l'expérience client, par exemple, s'il y a du retard. S'il y a du retard, tu reçois un SMS qui dit, le livreur a un problème, etc. Donc, en fait, ils ont travaillé cette expérience client de bout en bout avec l'aspect émotion, l'aspect amusement, etc. Donc, en fait, c'est pour te dire que dans le gros hacking, cet aspect expérience client est vraiment essentiel parce que le produit au début est la star. Et donc, il faut vraiment optimiser ce parcours client, essayer de créer des petits moments waouh, mais surtout travailler l'excellence opérationnelle.
Parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi je dis toujours, c'est vrai que le conseiller, c'est le dernier rempart avant que le client quitte. Parfois maintenant, de plus en plus, c'est d'ailleurs le DG de l'entreprise qui est contacté directement sur LinkedIn. Ça, c'est la grosse tendance actuellement, les gens qui contactent le DG ou le responsable d'expérience client. Je l'ai déjà fait à titre personnel et ça fait bouger les choses et de plus en plus de personnes le font. Ce qui est bien parce que ça permet d'avoir une prise directe entre les dirigeants et le terrain. Et c'est là que tu te rends compte de la problématique. Mais bon, donc l'expérience opérationnelle est pour moi encore plus importante à travailler est aussi importante à travailler que la partie expérience client waouh ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, si tu n'as pas un produit qui roule, en fait, tu n'auras pas le minimum attendu. C'est à partir du moment où tu as le minimum attendu que tu vas pouvoir travailler sur l'effet waouh. Et justement, il y a un bouquin qui est super intéressant qui s'appelle Ces moments qui comptent, qui pour moi résume bien ça. Beaucoup de gens, en fait, qui sont responsables d'expérience client, travaillent au départ sur la réduction, ce qu'ils appellent dans le bouquin les puits. C'est-à-dire vraiment les moments négatifs, les choses qui se passent mal, où les gens sont très mécontents. Et c'est ça la priorité au départ. Quand tu es responsable d'expérience client, tu vas combler ces puits avec, en fait, des choses qui vont pas bien et tu essaies vraiment d'améliorer les process fluidifiés. Après, le travers qu'il y a, c'est que souvent les personnes vont se concentrer après sur ce que le bouquin appelle les nids de poules. C'est-à-dire que c'est les petits problèmes et on se concentre sur les petits problèmes parce que la nature humaine est ainsi faite que l'on va se concentrer plutôt sur les problèmes que sur les choses qui sont les plus importantes. C'est comme à l'école, si tu as 18 sur 20, on va dire « Ah, c'est bien, tu as 18 sur 20, mais bon, tu as fait 2 fautes là, tu pourras faire mieux la prochaine fois. » Se concentrer sur le négatif. Sauf qu'en fait, on se rend compte que on ne travaille pas assez sur l'aspect positif et l'effet waouh. Et donc, ils expliquent bien que l'effet waouh est encore plus important parce que quand tu as eu un effet waouh, tu vas en parler à plus de personnes que si tu as un effet normal. Et donc, en fait, ce process-là, ce sera donc certes boucher les gros puits, mais ne pas perdre son temps à boucher les nids de poules et au contraire, essayer de travailler sur un pic. On parlait tout à l'heure avec mon bouquin, les moments waouh. Et par exemple, tu vois, tu as aussi au centre de contact le fait que tous doivent être en fait partie prenante et le fait de avoir une bonne réponse, d'avoir une réponse qui est correcte par rapport aux procédures, ne doit pas être non plus la réponse absolue. Imaginons que toi, tu as répondu à une personne au téléphone, tu lui dis, ben voilà, monsieur, ah non, vous n'avez pas le droit à telle remise parce que vous n'avez pas souscrit à ce programme A ou ce contrat-là ou ce service-là. La personne va dire, ah ouais, d'accord, c'est vrai que j'avais pas su, mais vous me l'avez pas dit au départ. Oh là là, bon, mais autrement, monsieur, souscrivez ce produit-là et vous aurez le droit. Bon, ok, d'accord. Donc la personne, en fait, le conseiller aura fait son boulot, il aura dit, bah non, désolé, vous n'avez pas le droit, il fallait souscrire à ça. Le client, il va se dire, ah ouais, j'étais un peu bête, j'avais pas souscrit, j'ai pas fait attention. Et donc il va dire, bon, ok, d'accord. Il y aura une enquête de SAT qui va être envoyée juste derrière, et puis la note qui va arriver, c'est, on va généralement avoir un 5, un 6. Peut-être un 7, parce que la personne dit, bon, bah, ok, je suis satisfait du service, mais bon, je me suis trompé, etc. Donc, dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que le conseiller doit noter, non pas son appel, mais la réponse qu'il a donnée. Et à ce moment-là, en fait, c'est intéressant parce que ça permet d'aller compléter l'enquête de satisfaction en voyant quand on répond à la demande du client en suivant les procédures et tout ça, comment faire pour que ça soit, pour identifier que finalement, le process a déraillé. Et donc, dans ces cas-là, tu accordes au conseiller de l'autonomie pour qu'il puisse en fait corriger le problème en accordant une remise, je ne sais quoi. Soit en fait, tu vas tout simplement répertorier dans un tableau de bord avec toutes ces notes très négatives et comprendre pourquoi en fait il y a la réponse était juste, le client était grosso modo satisfait, mais pourquoi le process a dysfonctionné. Et ça, c'est un truc qu'on voit assez peu souvent dans les entreprises, mais qui est super efficace. Et tu penses ça détecte le ventre mou. Ouais, alors pourquoi les entreprises, alors peut-être je sais pas si c'est plus les entreprises françaises, mais pourquoi elles sont incapables aujourd'hui? C'est que ça prend une charge supplémentaire ou c'était le fameux de dire, bah tiens, on va travailler sur les pain points, on va travailler sur les choses qui vont pas, au lieu de se dire tout simplement, si on écoutait nos conseillers, nos conseillères qui revenaient vers nous en disant, bah là, on peut s'améliorer là pour avoir une meilleure note. C'est pas le temps, parce que le temps il est propre à chacun, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux entreprises de travailler sur ça? Alors en fait, nous on le voit bien quand si tu veux véritablement écouter les conseillers, parce que c'est ceux souvent qui ont les clients tous les jours au téléphone et qui savent en fait ce qu'il faut améliorer. Déjà, il y a une chose en fait, c'est quand tu poses la question, et nous on le voit chez nos clients, il faut pas leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'expérience client, parce que là en fait
ils auront du mal à se projeter. Par contre, si tu leur dis comment on pourrait vous aider à mieux faire votre travail, là, en fait, ils se projettent sur leur travail et eux et comment ils peuvent mieux aider les clients. Donc déjà, il y a donner la parole aux collaborateurs. Et ça, en fait, ça peut être mis en place que s'il y a une démarche véritablement d'expérience client et de culture client. Et toutes les entreprises encore n'ont pas ce réflexe-là. Et généralement, il faut qu'il y ait une volonté de la direction. S'il n'y a pas une impulsion de la direction en montrant que c'est quelque chose d'important, etc., en fait, ça va rester des beaux discours ou ça va être l'apanage, en fait, du responsable d'expérience client, du responsable marketing qui était renommé marketing et expérience client ou service client et expérience client. Il faut véritablement qu'il y ait une démarche et qu'il y ait un relais auprès des collaborateurs. Et souvent, nous, on le voit chez nous. Ce qui marche bien, donc, c'est d'avoir ce fameux comité expérience client avec les managers, etc. Plus en fait les relais expérience client dans les services. Et ce qui est important, c'est d'avoir une petite émulation. Souvent comme ça, quand tu as un petit comité expérience client, ce que nos clients aiment bien faire, c'est un petit groupe WhatsApp où ils partagent des expériences, ils partagent des photos, etc. Et ça permet de créer une communauté et aller d'engager les gens là-dessus. Mais pour répondre à ça, c'est la première question. Si tu veux écouter les collaborateurs, il faut déjà avoir cette transparence-là, avoir une volonté, l'impulsion de la direction et ensuite les moyens derrière avec souvent des personnes qui vont être, je dis pas dédiées, mais qui vont être au moins occupées sur ce sujet. Deuxième chose, on voit bien que beaucoup de personnes, en fait, se concentrent sur cet aspect négatif, cet aspect combler les puits, combler les nids de poules, et qu'il n'y a pas assez de travail sur l'effet waouh. Et moi, je discute souvent avec des responsables d'expérience client, et puis ils me disent non, de toute façon, l'effet waouh, non, mais on verra plus tard. L'effet waouh, c'est plus tard. Non, l'effet waouh, c'est maintenant, et cet effet waouh peut être créé, peut être travaillé. C'est pour ça le bouquin qui s'appelle Ces moments qui comptent, qui a été créé par les frères Is, qui ont aussi écrit un bouquin qui s'appelle Ces idées qui collent, est assez intéressant parce qu'il donne véritablement une méthodologie qui permet en fait de pouvoir créer des moments et d'identifier quand il y a des moments. Et forcément, ça prend un petit peu d'énergie, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être complètement délirant. Il faut juste que ça soit dans les process de l'entreprise et que ça soit dans un objectif de rentabilité. Tu vois, on parlait du fameux message vocal en e-commerce. Ça te coûte le prix d'un SMS, on va dire 13 centimes. Certes, il y a des petites choses à mettre en place, mais c'est pas forcément très long. Et quand tu vois que tu peux avoir plus de fidélité, plus d'enquête de satisfaction, donc plus de témoignages égale plus de clients qui vont être convaincus après, ça devient tout de suite rentable. Oui, je te rejoins totalement. Il faut continuer là-dessus. C'est un moment qui est pas trop long à faire, tout compte fait. Mais c'est quelque chose qui va sortir et le mettre au début du cycle de vente, de l'appropriation des équipes. Il faut le mettre. Il faut que ces messages régulièrement, ça donne envie. Tu parlais de recommandations, de fidélisation, de répondre à des enquêtes de satisfaction. Il faut continuer là-dessus et pas se dire, ben non, ça, on verra ça après, et puis ça servira strictement à rien. Puis j'ai d'autres sujets, des KPI à gérer, etc. Donc j'ai un autre tableau de bord à gérer, mais mettez ça régulièrement dans votre méthode, que ça devienne naturel. On parlait. Ouais, justement, tu vois, par exemple, moi, j'ai travaillé chez une grosse boîte qui s'appelle Sage, qui faisait des logiciels. Et en fait, justement, il y avait maintenant il y a une nomination d'un responsable d'expérience client, puis d'un service expérience client. Et en fait, ils sont intégrés dès le départ lors des lancements de nouveaux produits. Et comme ça, ils peuvent en amont travailler l'expérience client. Parce que le problème, c'est que si c'est arrivé trop tard, en fait, c'est trop tard. Tu as déjà avancé ton produit, tu as déjà tous les process, c'est déjà bouclé. Et quand tu travailles l'expérience client, quand c'est quasiment fini, tu peux laisser qu'une petite part. Au contraire, si tu dis, tiens, bien en amont, on va pouvoir penser à ça, c'est bien. Par exemple, dans une startup, généralement, c'est intéressant, ou dans une boîte, c'est intéressant d'avoir une personne qui va travailler l'expérience client et se dire dès le départ, à la conception, comment on va faire pour que l'expérience client soit exceptionnelle. Et je pense qu'elle peut l'être grâce à Eloquent et grâce au talent de Fred. Est-ce que tu veux un petit peu parler du bot pour le coup, parce qu'il y a vraiment un sujet assez intéressant aujourd'hui. On parlait d'humanisation des relations, donc ce fameux robot qui arrive, peut-être lié aussi avec l'intelligence artificielle, parce qu'il collecte aussi de la data. Donc quel va être un petit peu le futur de ce fameux bot?
Ouais, alors en fait, on voit bien, comme je disais, la tendance, on a un petit peu un cycle. Il y a eu le cycle en fait du chatbot où ça a été vraiment un très très gros engouement. Il y a eu de plus en plus de chatbots et là maintenant on voit un petit peu redescendre l'engouement parce que on voit un petit peu de la techno, les limites qu'il y avait et les avantages. Et au début, en fait, c'est vrai que le marketing a un peu trop fait bien son travail et les gens se sont dit bah tiens, on va avoir un petit Jarvis comme dans Iron Man et on va lui dire tiens, je vais lui poser une question et il va répondre. Sauf qu'en fait, moi je dis toujours un bot, en fait, c'est comme un enfant de 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus intelligent que ça, il connaît pas plus qu'un enfant de 6 ans. C'est-à-dire que si tu lui montres à un enfant de 6 ans, bah tiens, aide-moi à débarrasser la vaisselle, et ben en fait, tu dis bah tiens, tu prends l'assiette et tu la mets là-bas. Et il faut tout l'expliquer parce que si tu dis à un enfant qui n'a jamais débarrassé la vaisselle, en disant tiens, est-ce que tu peux débarrasser la vaisselle et mettre ça dans le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va prendre l'assiette et qu'il y ait de la nourriture dessus ou pas, tac, il va mettre dedans. Il va dire mais non, il faut quand même mettre dans la poubelle les choses. Faut que tu l'expliques. Si tu lui dis maintenant bah tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire un plat? Il n'aura pas les compétences là-dessus. Il dira mais montre-moi d'abord ce qu'il faut faire. Et donc un bot c'est comme un enfant de 6 ans. Il faut pas aller au-delà de ses capacités. Il ne connaîtra que ce qu'on lui a appris et pas au-delà. Et dès que tu lui auras pas appris, ben forcément, il va faire des choses de travers jusqu'à ce que tu lui expliques ce qu'il faut faire. Donc, en fait, le bot, c'est un bon moyen de pouvoir répondre aux exigences des entreprises qui veulent une réponse 24/24, l'immédiateté, le chat, le live messaging, etc., etc. Le problème, c'est qu'on voit avec les bots, les avis sont hyper polarisés. C'est-à-dire que soit les gens ont eu leur réponse et c'était rapide et ils sont super contents, soit en fait, ils n'ont pas leur réponse parce que le bot a répondu à côté et c'est super négatif. Donc en fait, c'est vraiment ce travail là-dessus. On va pas surestimer, on va véritablement faire ce qu'on dit, ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Je vais pas paraphraser quelqu'un, mais bon voilà, il faut dire la mission du bot. Il faut surtout pas, quand je vois quelqu'un qui fait un chatbot ou un callbot et qui dit en quoi puis-je vous aider, posez-vous à votre question, je dis mais non, 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 et 3 fois non. Parce que c'est comme si tu disais à un enfant de 6 ans, tu fais l'accueil dans une entreprise et tu demandes aux gens en quoi puis-je vous aider. Mais l'enfant, il sait pas utiliser un standard téléphonique, il sait pas dire ça. Il est éventuellement capable de dire, attendez, patientez là, je vais appeler Monsieur Martin, mais il n'est pas capable de tout faire. Donc en fait, il faut se dire, j'annonce ma mission et je voilà ce que je sais faire. Et quand je sais pas faire, je passe la main à un conseiller. Là encore une fois, il faut toujours se dire que le bot n'est pas là pour traiter tout, mais c'est traiter uniquement les appels à faible valeur ajoutée et automatisables. Ça, c'est la tendance du bot chatbot. Là, ce qu'on voit arriver actuellement et ce qu'on va voir arriver de plus en plus, c'est le callbot ou voicebot, c'est-à-dire l'équivalent du chatbot, mais dans le centre de contact. Parce que le centre de contact, on le voit, il y a une nécessité de réduire les coûts et en même temps de réallouer les ressources en fait pour de l'expérience client, de la valeur ajoutée, pour que les gens en fait on prenne le temps de leur répondre, qu'on fasse pas de l'abattage en disant tiens, le temps de moyen d'appel c'est 2 minutes 30, attention, tu dois raccrocher, etc. Donc le fait de pouvoir mettre un bot permet d'absorber les appels, en particulier dans les pics d'appel, etc. Mais aussi d'aller offrir une expérience client différente, parce que tu sais qu'un centre de contact est ouvert entre 8h30 et 18h, 18h30. Puis en dehors de ce moment-là, c'est rappelez-nous demain, voilà. Donc là, en fait, le bot peut arriver pour faire un premier niveau de réponse. C'est-à-dire que à 8h ou à 9h, et en fait, on va pouvoir en fait répondre de manière simple avec soit du FAQ, soit en fait de la prise d'informations, la prise de rendez-vous ou des choses comme ça, de manière asynchrone. Alors là, encore une fois, il faut faire attention à un piège. Il y a un piège aussi qui consiste à se tirer une balle dans le pied sans le connaître. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois au téléphone et que tu dises, tiens, c'est super, je vais mettre un bot qui va répondre en FAQ à des questions simples. Et puis, si le bot n'a pas de réponse, il dit, laissez-moi un message et puis on vous rappelle plus tard. Sauf qu'en fait, on se rend compte que quand on met ça en place, en fait, on a des difficultés après à joindre les personnes parce qu'ils sont pas forcément dispo. Donc, résultat, en fait, tu fais quelque chose de contre-productif parce que tu vas essayer de rappeler quelqu'un et le conseiller va essayer d'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, en fait, quand tu fais ça, tu vas plutôt proposer un traitement asynchrone en disant, voilà, quel est votre code client ou identifier le code client avec le numéro de téléphone. Et comme ça crée une tâche que tu peux, en fait, traiter de manière asynchrone par un conseiller. Donc là, tu es véritablement dans un outil gagnant-gagnant, à la fois pour les clients parce qu'en dehors des ouvertures, il aura cet aspect réponse à FAQ et en plus, tu auras le conseiller qui aura des traitements à faire de manière asynchrone en perdant moins de temps. Parce qu'en fait, on le voit bien, quand un client en fait discute avec un bot, grosso modo, il passe 25% de temps en moins
au téléphone. Donc, en fait, la durée de la conversation est un petit peu moins longue et puis il peut avancer un petit peu dans l'enregistrement audio, de l'enregistrement si nécessaire, et puis avoir la transcript et l'audio. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est véritablement cet aspect automatisation au centre de contact. Mais encore une fois, la technologie est assez nouvelle. Il faut être raisonnable. On va pouvoir traiter une partie des appels, une partie des demandes, mais ça prend du temps pour avoir une bonne expérience client. Et il faut limiter les cas d'usage. Voilà. C'est un bon condensé et des bonnes informations par rapport à cette question. Et là, on va arriver tranquillement à la fin de notre super échange. C'est vraiment passionnant parce que il a abordé énormément de thématiques qui sont pour le coup au cœur de l'expérience client, sur la personnalisation, sur les effets que tu racontais par rapport à ton livre. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement lors du cycle de vente, la relation avec les prospects, avec les futurs clients. Quel pourrait être un petit peu un récap en quelques points de notre échange, toi, expert dans le domaine depuis quelques années, quelques décennies, dirons-nous. Alors, pour moi, je pense que la première chose, c'est que on arrive vraiment sur une rationalisation des décisions. Tu vois, le marketing, le service client, le service client depuis longtemps, mais le marketing est de plus en plus sur une rationalisation. Et donc, en fait, c'est déjà mesurer les choses, mais mettre de l'humain. C'est pas tout d'avoir des KPI, des indicateurs. Il faut essayer de chercher les choses qu'il y a derrière. Pourquoi ça va pas. Donc, mesurer, mais mettre l'humain derrière. Deuxième chose, je pense qu'il est important de travailler sur cet effet waouh. On va pas uniquement se concentrer sur la partie négative. Il faut certes combler les puits, mais il faut aussi travailler sur ces moments de vérité et essayer de faire en sorte que le client ait une bonne raison de rester avec nous. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est ce que je dis aussi souvent, en fait, lorsqu'on fait des présentations à nos clients. C'est bien, en fait, de faire une démo, qu'elle soit jolie, que ça se passe bien, mais il faut qu'il y ait un effet waouh. Parce qu'autrement, la personne ne va pas se souvenir de quoi elle a discuté avec toi et ne pourra pas dire, mais tiens, cette entreprise, elle fait ça de mieux que l'autre. Et donc, en fait, ce qu'il faut vraiment dire, c'est de se dire comment je peux ajouter mon petit effet wow. Par exemple, là, juste avant qu'on discute, on avait une présentation avec un de nos clients. Et en fait, je disais à mes collègues, attends, on va faire une présentation au client, on va lui présenter au client prospect, on va lui présenter comme d'habitude la solution de centre de contact. Et ce que je te propose, c'est que je lui fasse une petite démo d'un callbot personnalisé à sa demande. Donc, c'était un client, un prospect dans une maison de retraite. Et j'ai dit, tiens, regarde, on va faire un petit scénario simple. Je vais faire un scénario où j'appelle une maison de retraite et je demande, par exemple, quels sont les menus. Et là, on dit, le menu, les activités de la semaine. Et là, j'avais inventé un truc. Il y a belote le tel jour, il y a l'auto le jeudi, etc. Puis après, c'était, quelles sont les procédures sanitaires actuellement, etc. Et ensuite, c'était, tiens, je voudrais visiter telle personne. Et donc, j'avais fait un petit truc humoristique parce que j'avais mon collègue commercial qui était à côté. Je dis, je voudrais visiter mon vieil oncle, Régis de Malartic, qui est dans l'établissement, qui est un petit peu vieux, voilà, avec le temps froid, il a ses rhumatismes, j'aimerais bien le voir, etc. Donc, à la fois, tu vois, tu personnalises la relation, tu mets un petit peu d'humour, et là, en fait, tout de suite, c'est plus une démo classique, c'est plus un outil, et la personne va dire, ah ouais, je me souviens de cette démo-là, je me souviens de ce client-là. Donc, ça se gère à la fois dans le parcours client en avant-vente, mais également tout au long du parcours client. Et donc, c'est comme ça comment tu peux faire ces petits effets waouh. Voilà. Ça, je trouve que j'aurais bien voulu être une petite souris pour écouter. Il y a Régis qui a rigolé, qui m'a dit, ah là là. Ouais, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est mettre de l'humain. Parce que autrement, si tu contentes de faire une démonstration, tu sors pas du lot, les gens ont passé du temps et voilà. Et puis après, quelque chose qui est dur, c'est aussi de laisser parler les gens. Moi, je sais que je suis un gros parleur et j'ai du mal en fait un petit peu à laisser la parole. Tu vois, on a discuté beaucoup là, mais il faut aussi s'adapter aux personnes en face. Et cet aspect humain, c'est vrai que il n'est pas tout le temps suffisamment travaillé. Il faut former et continuer à former les personnes du service client et
apprendre à se connaître soi-même pour être mieux en phase avec le client. Et c'est pour ça que moi j'aime bien la méthodologie DISC, c'est les profils rouge, bleu, jaune, vert, parce qu'en fait ça permet de savoir quelle est sa couleur et de savoir quels sont ses avantages et ses défauts et savoir comment s'adapter à la personne en face. Il y a pas très longtemps, tu vois, j'étais encore avec un autre collègue qui faisait une démo et puis en fait on faisait un petit débrief après derrière. Il me disait oh là là, le client m'a pas laissé parler, il arrêtait pas de me poser des questions. Oh, moi j'avais mon script de démo, j'avais prévu de faire ci, faire ça. J'aime mais c'est normal. La personne en face de toi, c'était un rouge. C'est quelqu'un qui pose des questions, qui interrompt. Il faut lui répondre tout de suite. Si toi, tu étais avec ton script de procédure, ah non, je fais ci, je fais ça, tu étais déphasé par rapport à ses attentes. Donc, en fait, il faut véritablement jouer sur ces aspects humains là-dessus. Et donc, là, typiquement, dans le gros hacking, c'est des choses que moi, je recommande de faire. C'est-à-dire que le gros hacking, c'est pas plus l'automatisation, mais c'est travailler la conversion. Et la conversion peut se faire à la fois donc via des outils, etc., mais aussi par de l'humain en adaptant ce discours. En adaptant le discours, il y a aussi process communication qui est très bon aussi là-dedans. Oui. Qui adapte 6 étages individuels de chaque personnalité, quelle est ta base et quel est ton dernier niveau, et là où tu te situes. Donc, trouver vraiment, pour le coup, la bonne façon de communiquer avec les gens. Je pense que l'écoute est très importante parce que c'est là qu'on va commencer à dire, bah, tiens, je vais m'adapter à la personne. Je vais transmettre le fameux effet waouh qui s'attendait pas, ou peut-être d'une autre manière, et je vais faire attention à lui. Moi, j'ai passé un super moment. Je trouve que c'était génial. Bah, moi aussi. C'était un moment très riche. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase de fin pour cette nouvelle année? Alors moi, je dirais toujours que l'expérience client n'est pas une destination, mais c'est un voyage, je dirais même un voyage sans fin, parce que tout simplement, on voit bien que on aura beau améliorer le parcours client, créer des effets waouh, etc., etc. Mais en fait, le niveau d'exigence des clients, les nouveaux outils, les nouvelles manières de faire font qu'en fait qu'il faut toujours continuer et s'améliorer sans cesse parce que voilà, il y a pas, on s'arrête pas tout le temps. Il y a des nouvelles innovations, il y a de nouveaux outils, il y a de nouvelles manières de faire et donc il faut toujours se remettre en cause. Voilà. S'adapter, donc c'est un bon mot de fin. Merci beaucoup Fred pour ce super échange. Merci, Julien. Et je te souhaite un bon début d'année et je te dis à très vite. Et si vous souhaitez contacter Fred, je laisserai dans toutes les informations dans le détail du podcast. Rencontrez-le parce que c'est une personne qui demeure encore. Alors, les 50 000 personnes, vous devez maintenant être 49 998 personnes à connaître Fred et à le suivre sur les réseaux sociaux et tout ce qu'il apporte de bon au terme d'expérience client, mais pas que. Merci Fred, à très bientôt. Merci, bye bye. Bye bye.